Culture Soccer. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à Culture Soccer. Aujourd'hui, un bel épisode MLS, 100% MLS. On fait un retour sur cette ligue qu'on aime tant à Culture Soccer, la ligue phare aux côtés de la CANPL de notre site. Donc, ça va être un assez gros épisode aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, je suis rejoint par Adi. Ça va bien, Adi? Ouais, ça va et toi, Anthony? Ça va très bien. Je suis assez excité par cet épisode-là. Dans le fond, chers auditeurs, aujourd'hui, qu'est-ce que nous ferons? Là, c'est on va y aller équipe par équipe pour la conférence Est et Ouest et dire leur potentiel pour les séries, qu'est-ce qu'ils devraient changer pour les atteindre et tout. Donc, ça va être un épisode assez chargé, mais vraiment enrichissant. Donc, Adi, tu es prêt? Ouais, toujours prêt. J'ai toujours envie de parler de la MLS, surtout que, bon, on a eu les grosses périodes où on a eu la Gold Cup et la Coupe du Monde. Puis, on se replonge au fur et à mesure dans la MLS. C'est très excitant parce que dans les deux conférences, la lutte est difficile, la lutte est de plus en plus, s'intensifie de plus en plus, puis c'est intéressant parce que il y a juste une seule équipe qui se démarque au complet, et je pense qu'on va commencer par ça, n'est-ce pas, Anthony? À l'Ouest, la seule équipe qui se démarque dans cette MLS-là, c'est le LAFC, Los Angeles FC, qui casse tout partout, qui impressionne de plus en plus, 46 points, elle a 9 points de plus que le deuxième, LA Galaxy, et puis même si jamais on fait on regarde le classement en général, ils ont 2,19 points par match. La deuxième équipe la plus proche de deux, c'est encore le LA Galaxy, si on prend les deux conférences ensemble, à 1,76. Donc, la LAFC vraiment survole ce championnat-là avec de très, très, très bons joueurs. Ils ont aussi, il faut dire, beaucoup de chance parce que leurs gros joueurs ne se sont pas blessés encore. Donc, c'est pas comme si on voit dans d'autres équipes où la star ou les deux ou les trois stars se blessent. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour eux. Mais LAFC a de la chance, a beaucoup de profondeur et de la chance que sa star numéro 1, qui est Carlos Vela, ne s'est pas encore blessé. Donc, ça donne ça. Une bonne équipe bien structurée, ce qu'il faut. Oui, et vraiment, là, LAFC, surtout que sa plus grande force, là, à part les Vela et les Rossi, qui, on le sait, sont tout simplement incroyables en cette demi-saison, là. Vraiment, là, c'est la forteresse du Bank of California Stadium, là. En 9 matchs, c'est 8 victoires et 1 nul. Donc, ils sont toujours invaincus cette saison à domicile. Donc, c'est assez une bonne performance. Ne pas perdre là, en 9 rencontres à la maison, là, c'est génial là, pour le LAFC. Et vraiment, là, ça devient vraiment un prétendant pour le titre. Et ça, depuis le début de la saison, car depuis le début de la saison, ils sont inarrêtables. Là. Donc, oui, vraiment, le LAFC, je crois que en vue des séries, là, bientôt, il devrait être officiellement dans les séries, là. Exactement, parce que tu as parlé des 9 matchs à domicile. En fait, il y a 8 victoires, un match nul. C'est fou parce que ils ont déjà joué 21 matchs, donc ils ont joué encore plus de matchs à l'étranger qu'à domicile. Et même à l'étranger, ils sont sur 6 victoires, 3 matchs nuls, puis 3 défaites. Donc, on s'entend que juste 3 défaites en 21 matchs, c'est quand même extraordinaire, c'est très, 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 très bon. L'équipe, après, en fait, c'est l'équipe qui a le moins perdu cette année. Si tu regardes, indépendamment du nombre de matchs joués, mais si tu regardes les autres équipes, par exemple, dans l'Est, la deuxième équipe qui a le moins perdu, c'est Seattle avec 6 défaites. Donc, on passe direct à 6, tandis que du côté de l'Est, tu as 2 autres équipes qui ont perdu à 6 matchs. Puis il y a aussi New York City FC qui a juste 3 défaites, mais ils ont 2 matchs de moins disputés que LAFC, puis ils ont beaucoup de matchs nuls aussi. Donc bref, c'est intéressant de voir LAFC survoler comme ça ce championnat-là. Moi, je m'attendais pas, très sincèrement, à ce que ce soit aussi bon parce que je pensais que le fait d'avoir perdu Benny Feilhaber allait être assez compliqué pour LAFC, mais en fait, il y a un joueur, et j'en parle à chaque podcast qu'on parle de la MLS, il y a un joueur qui survole et qui a fait beaucoup de bien au milieu de terrain, c'est Atuesta. Atuesta qui tient vraiment tout le côté défensif du milieu. Puis c'est juste magnifique de voir qu'un joueur comme Feilhaber a été remplacé par un joueur plus jeune,
et puis tout aussi performant, même un peu plus performant que Feilhaber. En tout cas, c'est intéressant. Bravo à LAFC, Bob Bradley qui fait un travail de monstre. Puis oui, c'est les favoris pour cette année pour le Supporters Shield, mais aussi pour la Coupe MLS, bien évidemment. Oui, effectivement. Et si on continue avec les rivales, le LA Galaxy, vraiment, là, également, c'est surprenant de les voir aussi haut dans le classement, deuxième. Mais vraiment, là, Zlatan Ibrahimovic fait une saison de fou pour son âge. Vraiment, il a déjà 16 buts. Donc, c'est vraiment bien. Mais moi, qu'est-ce que j'ai peur là, pour le Galaxy, c'est si jamais Ibrahimovic se blesse, là, vraiment, là, ça risque de faire très mal au Galaxy, car vraiment, le Galaxy est dans une Ibrahimovic dépendance. En termes de buts, là, après les 16 buts d'Ibrahimovic, là, c'est Daniel Steres, le défenseur central, qui en a 3. Donc, dans le fond, Ibrahimovic a plus que la moitié des buts marqués par le Galaxy, puisqu'ils en ont marqué un total de 30. Donc, c'est assez alarmant de ce côté. Mais si Zlatan reste en santé, là, j'ai bien peur que la conférence Ouest soit zlatanée. Ouais, effectivement. Ben, tu l'as mentionné, en fait, Zlatan, c'est un excellent joueur. On parle beaucoup de Zlatan parce qu'il le mérite. On parle de son âge, mais écoutez, l'âge de Zlatan n'est pas important. Il faut pas oublier, si tu avais mis Zlatan dans n'importe quelle ligue en Europe, il aurait autant performé. Pourquoi? Parce que Zlatan n'a jamais été un joueur dont le jeu est vraiment dépendait de sa vitesse. Donc, on s'entend que quand tu vieillis, c'est plus ta vitesse qui a du mal et c'est plus le fait que physiquement, c'est un peu plus lourd. Zlatan a toujours été un monstre physiquement. Il est énorme de par la taille et de par son poids et son physique qui est très, très fort. Donc, je vois pas le poids de l'âge n'est pas vraiment un gros problème pour lui. Après, bon, c'est sûr, il se maintient aussi à une forme extraordinaire aussi. Il est quand même très, très, très en forme. Il est capable encore de faire des gestes acrobatiques. On en a vu plusieurs cette année déjà. Mais point de vue de l'âge, moi, ça m'étonne pas. Et le monde qui critique la MLS en disant « Ouais, il a 37 ans, puis Castou, il a déjà 16 buts. » Ben, je suis désolé, mais juste avant qu'il vienne à MLS, il était à Manchester United et avant sa blessure, il marquait but sur but aussi. Donc, entre 35 et 37 ans, je vois pas beaucoup de différence. Et c'est normal pour un gars du talent de Zlatan Ibrahimovic. Très sincèrement, j'étais pas très convaincu non plus par LA Galaxy au début de la saison, avant que la saison commence. Par contre, on a vu en fait que combien un entraîneur est important pour une équipe. Parce que pratiquement, c'est à peu près la même équipe que l'année passée. Zlatan a fait presque il donne les mêmes résultats à peu près que l'année passée. Mais on voit une équipe qui est deuxième de la conférence, tandis que l'année passée, ils ont fini hors des séries. Et c'est là où vient le travail de Schelotto, qui fait un travail extraordinaire parce que le milieu de terrain est beaucoup plus compact. La défense est beaucoup plus capable même si elle a été un peu fébrile au début de saison, elle s'est bien rattrapée dernièrement. Bon, il y a eu quelques recrues, mais n'empêche, je pense que c'est plus le système de jeu qui est beaucoup plus logique que ce qu'il était dans le passé. Et voilà, elle est là l'importance d'un bon entraîneur et on le voit avec LA Galaxy qui est vraiment l'exemple qui confirme la règle pour le dire comme ça, c'est vraiment l'exemple pour cette règle-là. Un bon entraîneur sert à quelque chose. Oui, effectivement. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter sur le Galaxy ou on enchaîne? Non, en fait, le Galaxy, bravo pour eux. Après, comme tu as dit, j'aimerais juste ajouter une chose. Oui, tu as parlé un peu de la blessure possible de Ibrahimovic. C'est sûr que ce sera grave. On l'a vu dans toutes les équipes dans lesquelles Zlatan a joué. L'équipe devient Zlatan dépendante. Dans toutes les équipes, allez me donner une seule équipe qui n'a pas été Zlatan dépendante. La preuve, c'est pour ça que ça n'a pas marché pour lui à Barcelone, parce que Barcelone ne pouvait pas être Zlatan dépendante, vu qu'elle était déjà dépendante à Messi. Donc bref, voilà, c'est normal, il faut s'y attendre. Toutes les équipes pour lesquelles Zlatan joue deviennent dépendantes de lui. Donc c'est habituel. Et oui, ça ferait très très peur pour le Galaxy si jamais. En effet, sinon quelques joueurs qui font également bien, c'est Sébastien Lletget, Jonathan Dos Santos, mais c'est des joueurs que le Galaxy peut se fier. Et si on continue dans le classement, là, les troisièmes, c'est les Sounders de Seattle. Vraiment, moi, là, honnêtement, là, je les attendais dans le top 3. C'est une équipe vraiment qui
qui a le potentiel pour être top 3, qui a les qualités. Et vraiment, c'est le genre d'équipe là qu'on peut toujours compter sur eux en série et encore. Et pour une fois, là, cette année, ils ont bien débuté la saison. Donc, c'est pour ça qu'ils sont si haut si rapidement dans la saison comparé aux dernières années. Là. Mais vraiment, j'ai pas grand-chose à dire sur les Sounders. Là. Vraiment, c'est les mêmes bons joueurs que l'an dernier. Raúl Ruidíaz, c'est une excellente saison. Donc, vraiment, là, je sais pas, toi, si Adi, tu avais quelque chose. J'ai deux choses à mentionner assez rapides sur les Sounders. Déjà, notre co-rédacteur en chef, Antoine Latran, qui est un grand fan des Sounders, nous l'avait dit en début de saison, comme quoi le but, ce sera d'être dans les 3 premiers, même voir la première place. Ils ont eu un petit creux à un moment donné où ils ont perdu quelques matchs. C'est dommage parce que sur papier, c'est vraiment une très, très bonne équipe. Je suis encore très surpris du fait que Chad Marshall a pris sa retraite en plein milieu de la saison. Très, très surpris. Et je pense que c'est ça qui les a un peu démotivés dans les petits creux. C'est ce petit leadership qui manque parce qu'en plus, Marshall n'était plus là, mais Lodero ici était à la Copa América. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un petit vide à ce moment-là. Et en plus, Roman Torres aussi était avec le Panama en Gold Cup. Donc, voilà, c'était normal de voir ce petit creux, mais n'empêche, le Seattle, c'est une très, très bonne équipe. En plus, manié de main de maître par Schmetzer, qui est un excellent entraîneur. Donc oui, mérité pour les Sounders. Je suis content aussi pour Jalen Morris qui enfin montre tout son talent. Donc voilà, c'est assez intéressant. C'est une équipe assez complète et qui va faire du mal. J'ai envie de revoir une autre confrontation Seattle-Los Angeles. Je pense qu'il en reste une, si je me trompe pas. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner prochainement, cette confrontation-là. Je vais aller vérifier. Je vous reviens là-dessus dans quelques secondes. C'est bon. Mais oui, tu as raison, là. C'est pratiquement un duel au sommet. Même Seattle et les deux LA, ça risque d'être intéressant. Mais vraiment, oui, là, je sais pas si c'est Seattle qui reçoit au Century Link Field, mais également, là, Seattle, là, sur 11 matchs à domicile, là, c'est seulement une défaite, là, donc c'est l'un des meilleurs bilans à domicile également. Donc, vraiment, là, c'est deux équipes qui réussissent à domicile et qui sont tout de même bons à l'extérieur. C'est sûr que les Sounders ont un peu plus de mal à l'extérieur avec 5 défaites en 10 matchs. C'est sûr que le bilan est un peu moins bon, mais oui. Toi, là, est-ce que tu as trouvé la date, Adi? Oui, j'ai trouvé, en fait, les 2 matchs ont déjà été joués parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, la MLS a changé. Donc, au sein de la même conférence, je le répète parce que je ne sais pas si le monde est au courant. Avant, on pouvait jouer la même équipe 3 fois. Maintenant, ce n'est plus le cas. Au sein de la même conférence, on joue des matchs aller-retour durant la saison. Puis au sein de la conférence adverse, on joue un seul match. C'est soit à domicile, soit à l'extérieur. Donc, les 2 matchs contre LAFC, donc le premier à Los Angeles, c'était terminé par une grosse défaite des Sounders sur le score de 4-1. Puis le match à domicile était juste une semaine plus tard, le 28 avril, et c'était 1-1 entre Seattle et Los Angeles. Donc bref, finalement, Los Angeles a pris la main, mais j'aurais bien aimé les voir un peu plus tard dans la saison parce que Los Angeles était vraiment dans ce temps-là sur une grosse forme. En tout cas, intéressant. Je suis sûr qu'ils vont se revoir très possiblement qu'ils vont se revoir de nouveau durant les séries. Ouais, ça risque d'être une confrontation là, vraiment intéressante à voir aller, vraiment un duel tactique entre les deux coachs et tout. Donc, et si on continue là, à la 4e position, c'est Minnesota. Je vais te laisser débuter, Adi. Ouais, Minnesota, tout le monde le sait que c'est un peu mon équipe chouchou cette année, en dehors de l'Impact de Montréal, bien évidemment, qui est mon club. C'est un peu mon équipe chouchou. Je l'avais dit quand on a fait les paris dingues en début d'année sur le site de culturesoccer.com. J'avais dit comme quoi je verrais bien. Enfin, moi, j'avais dit que Minnesota pourrait être dans le top 3 de la conférence Ouest. Puis elle est 4e maintenant à 1 point du 3e, les Sounders de Seattle, avec le même nombre de matchs joués. Elle est à 3 points du Galaxy, même nombre de matchs joués. Bon, bref, donc il y a cette possibilité de faire le top 3. Après, bon, il y a d'autres équipes qui sont aussi proches derrière elle aussi, là. Mais Minnesota, c'est une équipe vraiment complète. Je pense que ils voulaient, avec l'inauguration de leur stade, qui est magnifique, pour ceux qui n'ont pas vu encore des images, je vous conseillerais d'aller voir ce stade-là. C'est vraiment extraordinaire, l'Allianz Field. C'est beau, c'est en tout cas à la fine pointe de la technologie. Puis c'est intéressant
intéressant parce que les supporters de Minnesota, ils chantent la chanson de Oasis, Wonderwall, avant et après les matchs. C'est quand même assez impressionnant et ça donne la chair de poule. Mais revenons à cette équipe-là, complète à l'attaque, complète au milieu de terrain, complète en défense. Il n'y a pas grand-chose à dire. Même on a vu que leur meilleur défenseur, qui est le défenseur droit, Romain Métanire, est parti à la Coupe d'Afrique des Nations, puis on n'a pas vraiment senti donc qu'il n'était pas là. Donc ça veut dire que ça va être intéressant. D'un autre côté, ils viennent tout juste aujourd'hui, ça vient juste d'être confirmé il y a 1 heure. Aujourd'hui, on est le 23 juillet, donc le jeudi 23 juillet. Et il y a 1 heure, on vient de confirmer que le Français Wilfried Mouembe vient de signer à Minnesota en tant que latéral gauche. Donc, c'est intéressant parce que s'il y avait un poste à renforcer, c'était plus ce poste-là. Donc, bref, Minnesota a vraiment toutes les armes pour faire les séries. Oui, effectivement. Et si on la compare à l'an dernier, là, vraiment, qu'est-ce qui a changé à Minnesota, c'est que j'ai l'impression que toutes leurs acquisitions lors de la saison morte, lors du mercato d'hiver, se sont imposées dans l'équipe. Jan Gregus, il fait une saison énorme, je trouve. Iki Opara, ça l'a solidifié la défense aux côtés de Romain Métanire. Alonso, on connaît ses qualités là, en MLS. Là, en tant que milieu défensif, il est tout simplement là, incroyable. Et puis, Vito Manon, c'est sûr que parfois, il y a eu quelques heures de concentration, mais je trouve que c'est beaucoup plus solide que Shuttleworth ou l'autre, je me souviens, Lamson. Donc, vraiment, là, Minnesota s'est amélioré, mais vraiment très intelligemment. Et ça, j'adore voir ça. Et là, avec le nouveau stade et tout, là, je crois qu'ils sont partis pour des belles années là, au Minnesota. Là. Oui, exactement. Un très bon 21 matchs déjà. Donc, je pense que c'est plus une surprise de voir Minnesota aussi haut. Non, en effet. Et une autre équipe là, qui s'est beaucoup améliorée durant le mercato d'hiver, là, mais on a eu quelques peurs au début de la saison. Là, ils sont présentement en 5e place. C'est les Earthquakes de San Jose. Là. Vraiment, en début de saison, c'était l'une des pires équipes de la Ligue. Vraiment, on sentait que la patte de Mathias Almeida n'était pas encore mise. Les joueurs, il manquait un peu d'apprentissage pour vraiment là, atteindre le potentiel, le bon potentiel. Et finalement, là, on voit que finalement Almeida a réussi. Toi, Adi, qu'est-ce que tu as pensé de ces Earthquakes-là, que vraiment, là, on les regarde au début de la saison et maintenant, et c'est une équipe complètement différente. C'est beau à voir. Là. Ben oui, c'est extrêmement beau à voir. Et en fait, c'est drôle parce que je prends ma petite revanche parce que durant nos podcasts d'avant-saison et durant même quand on a fait le guide sur Culture Soccer sur notre site web, je sais qu'on avait un argument et on parlait avec Léo, avec toi, avec Antoine. Je sais plus toi, mais je sais qu'Antoine et Léo n'étaient pas du tout convaincus par les Earthquakes, qui pensaient que même avec le système d'Almeida, que c'était un système dépassé parce qu'il aime faire du marquage individuel au milieu de terrain. Et ils pensaient que c'était un système dépassé. Et moi, j'étais là, non, moi, j'ai vu Almeida avec ses équipes, puis c'est beau ce qu'il fait. Et tu l'as dit, il y a eu un très mauvais début de saison, juste pour vous donner des chiffres à nos auditeurs. Sur les 6 premiers matchs, 5 défaites, 1 victoire. Et ça, c'est les 6 premiers matchs. Maintenant, il y a 21 matchs joués. Depuis ces 6 premiers matchs, San Jose n'a plus perdu que 2 fois. Donc, on s'entend que sur 16 matchs, il y a juste 2 défaites. Avec, bien évidemment, sur 16 matchs, on a 9 victoires et 7 matchs nuls. Donc, c'est quand même énorme ce qu'Almeida a réussi à faire. Et San Jose, on les voit. Si vous regardez des séquences de jeu de San Jose, mais c'est magnifique à voir. C'est vraiment du beau foot. C'est vraiment des petites passes. C'est en une touche de balle. C'est super beau à voir. Vraiment, là, je vous le conseille. Si vous voulez vous initier à la MLS et voir la beauté de la MLS, vraiment, allez voir les Earthquakes parce que c'est très, 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 très beau à voir. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que San Jose. Je pense pas qu'ils vont aller titiller les 3 premières places. Je pense pas. Mais je les vois bien entre la 4e et la 7e place. Je les vois bien en série. Comme je l'ai dit dès le début de la saison, j'ai dit qu'ils seraient entre 7e et 8e au début de la saison. Là, je révise un peu mes plans. Je les place peut-être entre la 5e et la 7e. Mais je doute qu'ils vont rater les séries cette année. Ouais, non, pour moi, ils sont trop sur une bonne lancée pour les rater. Toutefois, là, une équipe là, qu'on a senti que peut-être le doute commençait à s'immiscer, c'est le FC Dallas.
on le sait, hein, on a un rédacteur chez Culture Soccer, Léo Villemain, qui est le community manager du compte francophone de Dallas. Et même lui, là, il ne semble pas vraiment être 100% confiant pour les séries. Vraiment, on a vu que c'est une équipe beaucoup plus jeune. À domicile, ça va très bien, mais c'est vraiment à l'extérieur là, que ça va un peu moins bien. Et ça risque de peut-être leur coûter des points. Ils sont présentement à 32 points en 22 rencontres. Ils se sont hissés à la 6e place. Mais vraiment, là, Houston, qui est tout juste derrière à la 8e position, ils ont un match de moins avec 30 points. Là, donc, avec une victoire, là, Dallas pourrait déjà être sorti des playoffs pour l'instant. Donc, toi, est-ce que tu es un peu plus optimiste pour Dallas? Ben écoute, c'est une jeune équipe, OK? Il faut voir deux choses dans une jeune équipe. En premier, il faut voir le potentiel. Point de vue potentiel, Dallas a un potentiel extraordinaire parce que leurs jeunes sont très, très bons. C'est juste qu'ils sont jeunes. Et ça, c'est le revers de la médaille en faisant jouer de ces jeunes joueurs, c'est qu'il y a l'inexpérience. Il y a l'inexpérience, il y a le fait que des fois, on se lâche un peu plus vite parce qu'on pense que le tour est joué. Mais non, c'est pas ça. Et puis, les jeunes joueurs vont commencer à apprendre. Et cette saison-là, après 22 matchs, je trouve quand même leur position assez intéressante. Oui, c'est plus difficile à l'extérieur. Oui, ils ont du mal sur certains matchs. N'empêche, ils ont quand même fait de bons résultats. Ils sont partis s'imposer le 4 juillet face à DC sur le score de 2-0. Dans le dernier match, samedi passé, le 20 juillet, ils se sont imposés à Kansas City sur le score de 2-0. Pourtant, Kansas City est un peu en train de revenir après un début de saison calamiteux. On va revenir là-dessus. Mais Dallas, moi, je pense que ça va se jouer à très peu, à un cheveu. Et ils vont être entre la 6e et la 8e place. Ils sont là où ils sont, là où ils devraient être. Après, c'est vraiment une question de chance entre ceux qui vont être les 6e et ceux qui vont être je vais dire 9e même. Parce qu'entre la 6e et la 9e place, ça va être très, très, très serré dans l'Ouest. Mais c'est une très bonne équipe. Il y a vraiment de très, très bons jeunes. On pense à ces jeunes comme Pomical, à Jesus Ferreira, à Servania, qui est excellent. Vraiment, là, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon à 20 ans. Puis après, il y a de bons petits vétérans avec Hedges, Ziegler, Acosta. Bref, c'est une équipe intéressante. C'est une équipe intéressante, mais c'est ça. Ça va se jouer à un cheveu sa qualification pour les séries. Oui, en effet. Et comme tu dis, là, entre la 6e et la 9e, et peut-être même la 10e, si Kansas City commence à mieux aller, là, ça va être vraiment serré. Et c'est toujours intéressant à voir la MLS là, vers ces moments-là de la saison, là, voir quelle équipe commence à être en forme ou en vue des séries et quelle équipe là, ne passe tout simplement pas le coche. Donc oui, vraiment, là, ça va être une chaude lutte. Et d'ailleurs, là, l'équipe là, qui est à la dernière place qualificative pour la conférence S, à la 17e place, le Real Salt Lake. Vraiment, là, le Real Salt Lake, j'ai l'impression qu'ils sont encore dans leur même travers que dans les dernières saisons. Là. Vraiment, c'est un problème de régularité. Vraiment, ils ont des bons joueurs. Par exemple, Sam Johnson qui est arrivé au mercato d'hiver, Albert Rusnak, Jefferson Savarino, en défense, Justin Glad et tout. Il y a des bons joueurs, mais on dirait que à chaque année, c'est un problème de constance et parfois ça leur coûte des places en play-off. Parfois ça leur permet d'aller quand même assez loin comme l'année dernière avec la victoire face au LAFC. Donc vraiment là j'ai peur pour le Real Salt Lake, mais j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir se qualifier pour les séries là. C'est une équipe que j'affectionne quand même un peu là. Ouais, ben on le sait, tu as fait un super beau article sur notre site, sur culturesoccer.com, mais vraiment, allez le voir, un excellent article d'Anthony sur le Real Salt Lake à lire vraiment, bien évidemment. Moi, je trouve que oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit manque de constance, mais on voit quand même de bons résultats depuis la fin du mois de juin du côté de Real Salt Lake. Ils ont fait un match nul à Chicago qui revenait bien. Ils se sont imposés face à Kansas City, ils se sont imposés par rapport au Crew. Ils ont perdu à San Jose. On sait que San Jose va très bien. Mais après, ils se sont imposés 4-0 contre Philadelphie. Ils ont fait un match nul contre Minnesota, qui est quand même une bonne équipe à domicile. Donc, bref, il n'y a pas eu de défaite honteuse, en fait, depuis la fin du mois de juin, depuis la mi-juin, le 11 juin, où ils avaient perdu 3-0 à domicile face à Los Angeles. Et quelques jours plus tôt, ils avaient perdu 4-0 à l'extérieur aux Red Bulls.
Mais ça fait un petit bout de match que le Real Salt Lake se replace. Après, il faut voir, parce qu'ils ont des matchs encore très, très difficiles devant eux. C'est le calendrier qui me fait très peur pour le Real Salt Lake. Ils jouent à Dallas, qui sera un match un peu couperé, selon moi. Mais après, ils jouent New York City FC, Kansas City, les Sounders et LAFC. Ça, c'est jusqu'à la mi-août. C'est des très gros matchs pour Real Salt Lake. Tout va dépendre de cette période-là. S'ils arrivent à s'en sortir sur cette période-là, ils peuvent le faire. Très sincèrement, je suis très pessimiste par rapport aux chances de Real Salt Lake de faire les séries. Je l'avais dit en début de saison, je les vois mal se qualifier cette année. Ouais, moi, j'ai quand même un peu plus d'espoir que toi, mais comme tu dis, ça va dépendre des matchs face à des adversaires directs. Par exemple, d'ici à la fin de la saison, ils ont un match face à Dallas, face à Houston, face à Portland, face à Kansas City. C'est des adversaires directs. Donc, c'est vraiment contre ces équipes-là ça va être des matchs importants. Et vraiment, s'ils en perdent plus que 2 sur 5, là, j'ai l'impression là, que ça risque d'être très dur de se qualifier. Et d'ailleurs, là, l'équipe qui est tout juste derrière elle, qui avait fait un très, très, très bon début de saison, là, c'est le Dynamo de Houston. Vraiment, là, leur début de saison était tout simplement incroyable. Là, personne ne les attendait là. Mais malheureusement, là, depuis la mi-juin, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défaites. Et pour 2 victoires. En 9 matchs? Ouais, en 9 matchs, donc, c'est fou. Donc, vraiment, il dégringole complètement. Et vraiment, là, j'ai l'impression là, que là, pour vrai, pour Houston, je suis assez pessimiste. Là. Ouais, moi aussi, je suis pessimiste. En fait, j'étais pessimiste au début de la saison, avant le début de la saison. Puis après, le début de la saison m'a vraiment surpris. Mais bon, là, on voit exactement ce qu'on a vu de Houston ces dernières années. Je réclamais la tête de Wilmer Cabrera déjà à la fin de l'année passée. Je sais pas si je t'en rappelle, Anthony. Ouais, et puis, je continue à la réclamer. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas normal qu'une équipe qui veut jouer les premiers rôles, qui a des joueurs quand même extraordinaires comme Manotas et Ellis en attaque, ne parviennent pas à gagner plus de 2 matchs sur 10 à l'étranger. Ça a toujours été le problème. Si on regarde la fiche du Dynamo de Houston, tu as 7 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite à domicile, 2 victoires, 8 défaites à l'extérieur. Et ça a toujours été comme ça. Si vous regardez depuis que Cabrera est en place, ça a toujours été comme ça. Il y a un problème à jouer à l'extérieur. Et à ce moment-là, on a beau blâmer les joueurs. Je suis vraiment désolé quand c'est la 3e année de suite que c'est le cas. Ben, je suis désolé, ça veut dire que le problème est plus l'entraîneur et pas le joueur. Et pour moi, Cabrera aurait dû sauter déjà avant le début de cette saison. Oui, c'est vrai. Il fait quelque peu inusité. Là. La saison dernière, là, la première victoire de Houston à l'étranger s'est faite en série éliminatoire face à Portland. Donc, c'est assez fou. Exactement, ouais, c'est drôle parce que ils sont quand même arrivés en série. Donc oui, c'est très bien d'avoir une fiche dominante à domicile, mais bon, il faut que tu saches jouer à l'extérieur aussi. Et voilà, Cabrera est pas capable de développer un jeu à l'extérieur qui fait du sens. Puis je suis désolé, il y a aucune équipe qui va gagner un championnat ou qui va aller loin en championnat si jamais ils sont pas capables d'avoir des résultats à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis. Est-ce que Cabrera pourrait faire mieux avec d'autres recrues? Ben, quand ils recrutent pas là où il faut. Donc, ils ont essayé de recruter en défense cette année avec Lundqvist et Struna. Mais même là, ouais, c'est très quelconque en défense. Vraiment très quelconque. Ouais, donc je pense que les deux, on est assez unanimes là-dessus que pour nous, là, Houston ne fera pas les séries. Et une équipe qui est dans la forme complètement inverse, qui ont fait un mauvais début de saison dû à les rénovations dans leur stade, le Providence Park, c'est les Timbers. Vraiment, en début de saison, là, ça enchaînait les défaites. C'était très dur. Une grosse séquence sur la route. Et finalement, là, depuis qu'ils ont retrouvé leur stade, là, tout va bien pour les Timbers. Là. Leur dernière défaite date d'il y a 1 mois. Et avant cela, là, ça datait de 2 mois. Là. Donc vraiment, c'est dans les 2 derniers mois, là, c'est seulement 2 défaites pour les Timbers. Donc c'est vraiment incroyable. Je sais pas si tu es du même avec moi. Oui, effectivement, les Timbers, écoute, les Timbers, il faut pas se leurrer avec leur début de saison. Tu as mentionné le nombre de matchs à l'extérieur. Juste pour donner une petite idée à nos auditeurs, en date d'aujourd'hui, les Timbers ont joué 20 matchs. 5 matchs seulement à domicile. 5 matchs. Donc, ils jouaient 15 matchs déjà à l'extérieur. Quand on prend en considération qu'il y a 34 matchs durant l'année, donc il y a juste 17 matchs à l'extérieur. Donc, il leur reste sur les 14 derniers matchs, 2 matchs à l'extérieur
2 matchs à l'extérieur et 12 à domicile. On s'entend pour moi, les Timbers, ils vont aller dans les 4 premières places. Je serais très étonné de les voir plus bas. Et surtout dans la forme où ils sont, avec le fait qu'ils ont recruté Brian Fernandez qui est en train de tout casser sur la route, en train de marquer but après but, excellent attaquant argentin. Et voilà, non, les Timbers, il ne faut pas avoir peur pour eux là. Ils vont très bien. Ils se sont même imposés lors du derby face à Seattle le 21 juillet, donc il y a 4 jours cette fin de semaine-là. À Seattle, ils se sont imposés 2-1. C'est quand même énorme. 2 buts de qui? Brian Fernandez, alors que de l'autre côté, c'était Rui Diaz. Exceptionnel. Et d'ailleurs, là, les Timbers, là, comme tu dis, là, il leur reste seulement 2 rencontres à l'étranger. Là, donc, c'est vraiment, là, ça risque d'être un début, ça risque d'être une fête de saison historique du côté de Portland. Là. J'ai bien hâte de voir. Et en plus, ils sont encore en lice en US Open Cup. Ils vont prochainement affronter Minnesota le 7 août prochain. Donc vraiment, là, ça va être intéressant parce que dans le fond, comment je pourrais dire ça? Ils vont être assez haut au classement en MLS, selon moi, en fin de saison. Et ils risquent de peut-être accrocher un trophée vers la fin de saison également. Là. Donc, ça pourrait être une belle saison du côté de Portland. J'aimerais ajouter 2 choses, excuse-moi Anthony, par rapport à ça. C'est drôle qu'ils jouent en US Open Cup le 7 août, ce sera le match à Minnesota. Mais 3 jours avant, ce sera un match aussi entre Minnesota et Portland, aussi à Minnesota pour la MLS. Donc, on aura 2 matchs Minnesota-Portland de suite en l'espace de 3 jours. Des matchs, selon moi, c'est ce genre de match-là qui font en sorte qu'il y a des animosités qui se créent, il y a des rivalités qui se créent. Donc, c'est possible qu'on commence à voir un peu une rivalité un peu plus historique qu'autre chose, un début de rivalité entre Minnesota et Portland, si jamais c'est des bons matchs et si jamais il n'y a pas des victoires fleuves ou bien des matchs ternes. Si le match est serré comme ce que je m'attends, ça peut créer de belles choses pour le futur de la MLS. Ouais, surtout là que vraiment là, c'est 2 équipes qui, selon moi, doivent viser le top 4, voire 5. Là. Donc non, ça va être beau avoir cette double confrontation là entre l'équipe de la côte ouest et celle du milieu des États-Unis. Donc, vraiment, là, ça va être des excellentes confrontations. Sinon, une équipe qui, selon moi, déçoit là, jusqu'à présent pour la saison 2019, là, c'est le SKC Spartan Kansas City. Là. Selon moi, je sais pas qu'est-ce qui a mal viré, mais je crois que pour eux, là, la perte d'un Ike Opara a fait plus mal que qu'est-ce que Vermes pouvait croire. T'en penses quoi là, à date là, de cette saison là, pour Kansas? Ben écoute, moi je suis quelqu'un de très honnête par rapport à ce que j'ai dit en début de saison. Très sincèrement, j'ai fait 3 erreurs aux côtés de la conférence Ouest. Tout le reste des équipes sont à peu près aux places où je pensais, mais il y a 3 erreurs. J'ai parlé des 2 LA, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons. Puis ma 3e erreur, c'est effectivement le Sporting Kansas City, mais je pense que très peu de personnes auraient pu croire que Kansas City aurait une saison aussi dégueulasse que ce qu'on a vu depuis cette année, depuis le début de cette année. Vraiment, là, je reconnais pas cette équipe-là. Je la reconnais pas. Kansas City, pour moi, c'était en début de saison, je pensais qu'ils allaient gagner la conférence Ouest. Donc, juste pour te dire combien je me suis trompé. D'un autre côté, juste pas pour donner d'excuses, mais je veux parler des faits qui sont arrivés. Kansas City, à un moment donné, avait une dizaine de blessés dans son effectif en même temps, ce qui a vraiment pas aidé. D'un autre côté, il y a eu des joueurs quand même importants. Tu as parlé de Opara qui est parti et ça a fait beaucoup de mal à Kansas City, mais il y a un gros problème au poste d'attaquant. Au poste d'attaquant, il n'y a personne qui met le ballon au fond. On a vu Johnny Russell qui va un peu moins bien cette année. On a vu Yohan Croisé être utilisé en tant qu'attaquant, en tant que faux neuf. Ça marche de temps en temps, parfois ça marche pas. T'as Christian Nemes qui est vraiment pas bon cette année, mais on sait Christian Nemes, il y a une saison il est très bon, une autre saison il est nul. Donc, on comprend pas. Bref, Kansas City, écoute, je les vois pas remonter la pente. On les a vus. J'ai vu sur les 3 dernières semaines, ils avaient 2 victoires. Je me suis dit, OK, la machine a bien commencé. Puis là, ils reçoivent Dallas, puis ils perdent 2-0. Je pense que c'est fini pour Kansas City. Je les vois pas en série. Je les vois. En fait, je pense que c'est fini pour les 3 dernières équipes de l'Ouest. Je les vois pas accéder aux séries. Je les vois pas titiller même les séries. Même si Kansas City est juste à 5 points de la 7e place. Non,
pas du tout convaincu, surtout qu'eux aussi, ils ont de grosses confrontations contre New York City AC, Seattle, San Jose Earthquakes, Minnesota, Timbers, Galaxy. En tout cas, ils ont pas un calendrier facile, puis je les vois mal remonter la pente. Je suis d'accord avec toi et même vraiment là, c'est vraiment l'opportunité pour Pete Vermes de vraiment faire une reconstruction de son effectif là, vraiment d'y aller là, un petit peu plus bourrin qu'à l'habitude. D'habitude, Kansas City c'est un effectif assez régulier. Quelques changements par saison, là, mais moi, là, je crois que c'est le temps d'un renouveau à Kansas City. Selon moi, là, d'ici 4 ou 5 matchs, là, si les choses ne se sont pas redressées, là, je ferais jouer plusieurs joueurs de USL, puisque les Swope Park Rangers, là, vraiment, là, la réserve, là, ils ont quelques bonnes individualités, des joueurs formés à Kansas City, des Wayne Cousin, des Felipe Hernandez, c'est des joueurs là, vraiment incroyables et qui mériteraient leur chance en MLS. Donc vraiment, là, Kansas City, là, comme je dis, ça serait peut-être le moment pour un renouveau. Et sinon, là, les deux dernières équipes de l'Ouest, là, vraiment, là, je m'étalerai pas longtemps sur eux. Vraiment, c'est des équipes que, d'une part, au Rapids, l'entraîneur est parti. Ça commence à mieux aller, mais je les vois pas aller en playoffs. Vraiment, là. Mais vraiment, pour l'année prochaine, j'ai beaucoup plus d'espoir. Je sais pas toi, les Rapids. Ouais. pas très convaincu par cette équipe. La manière dont elle est construite, déjà, je comprends pas comment Tim Howard est encore titulaire, par exemple. À 39 ans, bon, il prend sa retraite à la fin de l'année. En défense, c'est vraiment pas bon. Mais vraiment, vraiment pas bon. Pourtant, ils avaient ajouté Rosenberry, Sjoberg. Bref, il y avait de bons ajouts. Au milieu de terrain, c'est pas bon non plus. Colin Acosta n'est plus l'ombre de lui-même depuis quelques saisons. En attaque, ça va pas très bien, à part Kei Kamara qui continue à marquer et puis le jeune Shinishaki qui se débrouille bien. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, je pense que si jamais les Rapids signent 2 joueurs désignés l'année prochaine, ils ont ce qu'il faut autour pour faire une bonne équipe. Il leur manque ces 2 gros joueurs. C'est ça qui leur manque. Ouais. Et ça court pas les rues, ces 2 gros joueurs. Donc, c'est pour ça que je suis un peu moins optimiste que toi. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. 2 nouveaux joueurs, un nouveau gardien. Et le tour est joué pour les Rapids. Mais non, mais quand je dis que la saison prochaine risque d'être meilleure, là, je les vois pas non plus dans le top 5, mais au moins ils se battent pour les playoffs. Et sinon, les Whitecaps, ça, et je suis vraiment désolé pour eux. Ça va vraiment mal cette saison. Que ce soit en coupe ou en MLS, là, rien ne va plus. Là, et je commence à avoir assez peur pour Marc Dos Santos, puisqu'on connaît son potentiel au Québec. Là, on sait qu'est-ce qu'il a fait avec l'Impact, avec Ottawa, puis San Francisco. Et récemment, il était assistant au LFC. Là, donc vraiment, non, c'est un bon entraîneur. J'ai l'impression que c'est tout simplement, il y avait un gros renouveau d'effectifs. Vraiment, là, quand je dis un gros renouveau d'effectifs, je crois qu'ils ont signé une quinzaine de joueurs. Là, mais vraiment, là, la mayonnaise n'a pas pris. Moi, j'espère le voir encore avant de voir l'année prochaine. Toi? Ouais, je pense que ce serait dommage de se débarrasser de lui parce que Marc Dos Santos a gagné partout où il est parti. Vraiment partout, là. Et il a partout gagné. Donc, je vois mal. Ce serait dommage de le voir partir. Après, c'est compréhensible. Moi, ce que je comprends pas, c'est que pour moi, c'était normal que Vancouver commence mal la saison. Après, on a vu un certain regain d'énergie. Ils ont eu quelques bons résultats, quelques bons petits matchs nuls, des matchs nuls à New York contre les Red Bulls, un match nul contre Toronto, un match nul à Dallas. Ils ont remporté aussi leur victoire à domicile face à Dallas. Ça s'est un peu redressé. Ils ont même remporté un match contre les Timbers, remporté un match à l'extérieur contre les Rapids. Bref, ça s'est un peu redressé. Puis après, depuis le 29 juin, c'est vraiment là, c'est toute compétition confondue parce qu'ils ont eu un match aller-retour contre le Cavalry de CanPL. En exactement 7 matchs, ils ont 6 défaites, un match nul. Et c'est là que c'est grave. Et c'est pas des petites défaites, hein. 6-1 contre Los Angeles, 4-0 contre les Revolution de Nouvelle-Angleterre, 3-1 à domicile contre les Earthquakes, 3-0 contre Kansas City qui va pas du tout bien. Bref, ouais, je comprends si jamais
les Whitecaps décident de se séparer de Dos Santos. Ouais. Mais moi, je pense que ce serait pas la bonne solution parce que le problème, c'est que l'équipe est pas assez bonne. C'est pas l'entraîneur le problème. Les joueurs sont pas assez bons. Les joueurs désignés font pas la job. Les joueurs d'appui font pas la job. Pourtant, il y a de bons petits joueurs dans cette équipe-là. Mais rien d'extraordinaire, rien qui saute aux yeux, rien qui y a pas encore. C'est un peu comme les Rapids. Il te manque, amène-moi 2 joueurs désignés, puis les Rapids seraient dans les premiers peut-être de la conférence. Vraiment, Ouais. autant que ça là. Parce que des joueurs de rotation et des joueurs de club, il y en a de très bons au sein de cet effectif-là. Mais il leur faut ces 2 gros joueurs. Parfait. Et on va passer à l'Est. Oui. C'est bien. On a passé environ 30-35 minutes sur l'Ouest. Donc, on est encore dans les temps. Donc, si on va du côté de l'Est, là, à la première place, c'est l'Union de Philadelphie. Une belle surprise là, depuis le début de la saison. Là. Vraiment, je crois que personne ne les entendait là. Et vraiment, là, l'ajout du directeur sportif, Ern Stanner, là, vraiment, là, ça a vraiment aidé les hommes de Jim Curtin. Là. Et vraiment, là, pour vrai, j'ai beaucoup d'espoir en ce club en ce moment. Là. Je crois que ça peut être vraiment la saison qui leur permet de peut-être redorer leur blason un peu, là, parce que depuis leur arrivée en MLS, les saisons ont parfois été assez longues du côté de la Pennsylvanie. Là. Exactement. Et c'est drôle parce qu'avant que je me joigne à Culture Soccer, sur MLS en folie, quand j'avais mon ancien site, j'avais écrit un long article sur l'Union de Philadelphie. Puis j'avais parlé c'était l'année passée où Tanner avait été engagé, je crois au milieu de l'année, si je me trompe pas. Et puis j'avais dit que c'était un gros coup parce que c'est quelqu'un qui était à Salzbourg avec l'organisation des Red Bulls, et on sait combien les Red Bulls, que ce soit les New York Red Bulls, que ce soit Leipzig en Allemagne, que ce soit en Autriche avec Salzbourg, on sait combien ils sont bons en formation, en détection, en post-formation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire détection en post-formation? Ça veut dire des joueurs qui ont fini leur académie, ou sont sur le point de finir leur académie, ils viennent et ils les piquent à des clubs, et ils font vraiment, ils ont une cellule de recrutement très, très, très intéressante. Puis Tanner vient de là. Et on le voit parce que Philadelphie est en train de jouer avec de très bons jeunes. Ils sont en train de très bien faire. Ils sont premiers à l'Est, à la surprise générale, effectivement. Très sincèrement, je ne les vois pas rester premiers à l'Est, non. Mais je les vois rester dans les 4 premiers, dans l'Est, sans faute. C'est une bonne équipe, un bon milieu de terrain, une bonne défense, une bonne attaque. Tout est bon. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais l'équipe est constante. Et c'est ça qui a manqué à toute la conférence Est. On n'a eu aucune équipe qui a été constante tout au long de l'année. Là, si on regarde un peu Philadelphie dans les derniers matchs, ça va pas très, très bien. Et c'est pour ça que je suis un peu sceptique par rapport au fait que l'Union restera on restera à la tête de la conférence Est. Parce que si je regarde, moi, maintenant, les 6 derniers matchs, il y a juste 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites. Si on continue comme ça, on s'entend que ça va descendre. Ça sera plus premier très, très bien. Très bientôt, je pense dans 2 ou 3 journées, on verra que l'Union sera plus à la tête de la conférence Est. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi là, pour Philadelphie. J'ai rien à rajouter. Vraiment, c'est une belle équipe. On va peut-être pas finir premier, mais vraiment, je les vois dans le top 5 facilement de l'Est. Là. Et non, pour vrai, je suis très content pour Philadelphie. Ils ont eu l'une des meilleures académies en MLS. Ils apportent l'un des meilleurs directeurs sportifs. Selon moi, en ce moment, MLS, il n'y a pas beaucoup de meilleurs directeurs sportifs que lui. Vraiment, là, un recrutement vraiment intelligent et tout. Donc, vraiment, là, chapeau à l'Union. Et si on descend d'une position, là, c'est les champions en titre, Atlanta. Vraiment pour Atlanta, là, encore une fois, là, on doutait de Boer et finalement, ils sont au sommet jusqu'à présent. Donc, vraiment, là, on pourrait dire que De Boer nous a donné tort. Oui et non, en fait. Je vais donner quelques petits points parce que Léo avait mentionné, Léo Villemin, notre rédacteur aussi, lors de ses fameux paris dingues, il avait dit que ce serait le premier entraîneur à être envoyé. Bon, il n'a pas visé, mais par contre, je vois où il veut venir parce que avec Atlanta, ce qui est intéressant et pas trop en même temps, c'est qu'on voit un peu du Cabrera, de Wilmer Cabrera dans Atlanta parce que on voit qu'il y a 8 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite à domicile, donc ça va très bien à la maison. 3 victoires, 7 défaites à l'extérieur. Et c'est ça qui fait un peu peur. Parce que Atlanta est très bon à domicile. À l'extérieur, ça commence à être un peu plus compliqué. Si je regarde dans les 5 derniers matchs d'Atlanta, ils ont eu 4 matchs à domicile. C'est pour ça qu'ils ont
toute compétition confondue, on prend en compte aussi l'US Open Cup. Donc, Atlanta a 3 victoires, un match nul à domicile, puis à l'extérieur, un déplacement à Seattle, puis défaite. Juste avant ça, déplacement à Chicago, qui n'est pas une grande force dans l'Est, défaite 5-1. Juste avant ça, défaite à Toronto 3-2. Et Toronto, même s'il y a un petit regain de forme, c'est pas non plus extraordinaire. Bon, après, ils ont eu une victoire au Crew. Bref, Atlanta, maintenant, a joué déjà, et je viens juste de le dire, déjà 12 matchs sur ses 22 à domicile. Donc, il y aurait juste 5 matchs à domicile sur ces 12 derniers matchs, donc 7 matchs à l'extérieur. Ça me fait peur. Avec une fiche de 3 victoires, 7 défaites, ça fait peur. Ça fait peur. Je dis pas, ils vont pas être en dehors des séries. Non, ils vont faire les séries. Mais c'est pas aussi dominant que ce qu'on croit et ce que le classement nous laisse savoir. Parfait. Et si on continue là, un peu plus au nord, là, du côté des États-Unis, c'est dans la capitale américaine, DC United. Vraiment, là, j'ai l'impression qu'il risque de rester vers la 3e place. Vraiment, c'est une équipe assez régulière, là. C'est sûr que récemment, ils ont eu une lourde défaite en amical qui risque de faire plaisir à Adi. Une défaite de 8-1 face à Marseille, mais vraiment, c'était pas l'équipe A, là, c'était plus l'équipe C. voire D peut-être. Là. Non, pas autant. Parce qu'il y avait quand même Amarikwa qui jouait. Il y avait des joueurs qui sont d'habitude sur le banc avec l'équipe première qui jouaient. Mais bon, je dirais l'équipe B prime, on va l'appeler comme ça. Parce que c'est pas l'équipe B à 100%, mais c'est entre l'équipe C et l'équipe B. Donc oui, une défaite 8-1, mais je pense que malgré le fait que c'est pas l'équipe numéro 1, je pense que ça va quelque part jouer dans la tête de cette équipe-là. Parce que c'est quand même une très, très grosse défaite. DC, en plus, le problème avec DC, c'est que tu me parlais du Real Salt Lake à l'ouest, qui est 7e à l'ouest. Là, DC est 3e. Mais en tout cas, entre toi et moi, là, entre la 2e place détenue par Atlanta et la 8e place détenue par Toronto, il y a 7 points. Et c'est pas un 7 points où, ouais, ça va se replacer, puis c'est beaucoup 7 points. Non, je pense que Toronto peut très bien se retrouver 2e dans quelques journées et ça m'étonnerait pas. Parce que c'est tellement proche entre ces 7 équipes-là, entre la 2e et la 8e place, que voilà, tout peut arriver. Tout peut vraiment arriver. C'est vrai, à partir de la 9e place également, là, tout peut se faire. Et même si Chicago fait une fin de saison incroyable, là, ils peuvent même accrocher une place si jamais vraiment ils font une fin de saison incroyable. Là, mais vraiment, non, les paris sont ouverts pour la MLS parce que vraiment, là, il y a pas une équipe qui est plus favorite qu'une autre là, à partir de la, comme tu dis, là, de la 3e à la 2e. La 2e à la 8e, je pense que c'est assez ouvert. J'aimerais aussi ajouter par rapport à DC United, je pense que DC United joue dans les 3 prochains matchs, je pense qu'ils jouent leur saison. Je vais m'expliquer. En premier, le prochain match, ils jouent à Chicago. Donc, si jamais ils veulent prouver qu'ils sont au-dessus et qu'ils méritent leur place en 3e position, ils doivent s'imposer. Juste après, ils jouent contre les entre guillemets, premier de la conférence Est. Premier parce qu'ils ont le poste de premier, sauf que je ne les vois pas finir premier à la fin de l'année. Donc, l'Union de Philadelphie, le 4 août. Puis après, ils jouent contre le LA Galaxy. Ces 3 matchs-là, ça va prouver. En premier, est-ce qu'ils sont capables de surclasser quelqu'un qui est placé bien plus bas qu'eux, donc Chicago. En deuxième, est-ce qu'ils sont du niveau de l'Union de Philadelphie, qui est selon moi une équipe du top 4 en conférence Est? Et troisième, est-ce qu'ils sont capables de dealer avec des équipes très fortes comme le LA Galaxy et Zlatan Ibrahimovic? Si jamais ils arrivent à avoir 3 bons résultats, peut-être une défaite courte puis 2 victoires dans ces 3 matchs, parce qu'ils jouent 2 de ces matchs-là à domicile, là, je prendrais un peu plus au sérieux DC United. Très sincèrement, je suis assez sceptique par rapport à DC United pour finir dans les 3 premiers. Je les vois entre la 4e et la 7e place. Je les vois pas dans les 3 premiers. Après, je peux me tromper. Je peux me tromper parce que c'est tellement difficile dans l'Est. En tout cas, ils feront les séries. Ça, je suis convaincu. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Selon moi, là, je vois les 2 New York supérieurs au DC. Donc, déjà là, ils descendent un peu. Là, mais oui, d'ailleurs, là, la 4e place appartient aux Red Bulls de New York. Vraiment, là, encore une fois cette année, les Red Bulls, ça va bien. Si je me rappelle bien, ils ont eu un début de saison un peu plus difficile, là, mais depuis ce début de saison, là, ça va un peu mieux pour les Red Bulls. Oui, c'est ça, ils avaient perdu leurs 3 premiers... non, ils avaient perdu 4 de leurs 5 premiers matchs. Oui, donc c'est un début de saison assez difficile, mais ça va mieux. Et malgré l'absence de BWP, là,
Vraiment, l'effectif répond présent et c'est là qu'on voit qu'ils ont une bonne profondeur, là. Le meilleur buteur, c'est Brian White, qui l'an passé jouait encore en USL. En tout cas, il a joué une partie de la saison. Il a déjà 7 buts. Donc vraiment, assez optimiste pour les Red Bulls. Et toi? Oui, je pense que les Red Bulls sont en train de se reprendre. Après, ils ont encore aussi, selon moi, un peu trop de mal à l'extérieur, comme toutes les équipes de l'Est, en fait. Il n'y a aucune équipe de l'Est, en commençant par la première place à la dernière, qui est à l'aise à l'extérieur. On a l'équipe qui a gagné le plus de matchs à l'extérieur dans cette conférence Est. Elle a juste gagné 4 matchs. Donc, on s'entend que c'est assez compliqué à l'extérieur pour les équipes de l'Est. Après, bon, les Red Bulls, c'est une bonne équipe, plus aussi flamboyante que ce qu'elle était avant. Mais je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour remonter, prendre la 3e place. En tout cas, être dans les 3 premiers. Je serais très étonné de ne pas le voir dans les 3 premiers. C'est une bonne équipe. C'est plus une équipe c'est plus l'équipe qui a gagné le Super Shields l'année passée. Mais n'empêche, c'est une bonne équipe qu'il faut pas négliger. En effet. Et son rival de l'autre côté de la rivière, directement là, à New York City, vraiment, lui, fait une belle saison. Et d'ailleurs, là, je suis pas complètement d'accord avec toi pour les matchs à l'extérieur, puisque le NYCFC, là, en 10 matchs à l'étranger, c'est seulement 2 défaites. Donc, c'est quand même 4 victoires et 4 matchs nuls. Ouais. C'est pas mauvais. Et vraiment, je vois bien le NYCFC là, finir premier, moi, à l'Est, puisque vraiment, là, ils ont 4 matchs de moins que Philadelphie et il y a seulement 7 points d'écart. Donc, s'ils continuent à enchaîner les belles performances là, du côté du NYCFC, ça peut très bien aller. C'est sûr que dans les 4 derniers matchs, ils ont seulement une victoire, mais il y avait un match de Open Cup là-dedans. Mais vraiment, là, je suis content de voir que Dominic Torrent, sa patte, son style marche en MLS parce que vraiment, sa première moitié de saison a été assez décevante là, l'an dernier. Mais ça va bien. Les acquisitions lors du mercato d'hiver, ils répondent présent. Eber a 8 buts, Mitriton en a 5. Donc vraiment, là, je suis content de voir la NYCFC assez bien lors de cette saison de 2019. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter. Ah, ben écoute, j'avais manqué la fiche à l'extérieur de NYCFC. Ça, je l'avais manqué et je te donne raison. Par contre, je suis complètement d'accord et je l'avais dit, je pense, je sais plus à qui dernièrement, je l'avais dit que pour moi, New York City FC, laisse tomber, ils seront premiers à l'Est. Et oui, le monde va me dire, mais vont nous dire à toi et moi comme quoi on est fous parce qu'ils sont 5e à l'Est maintenant. Mais les amis, regardez, ils ont 19 matchs joués. Donc, par rapport à Philadelphie, il y a 4 matchs et ils ont juste 7 points de différence. Et si on prend en considération que sur les 19 matchs joués, il y en a 10 qui ont été joués à l'extérieur, ils ont juste joué 9 matchs à domicile. Quand on sait que le terrain au Yankee Stadium pour New York City FC aide beaucoup l'équipe, je pense que ouais, ça ne m'étonnerait pas du tout de voir New York City FC premier de l'Est. En fait, je serais très étonné s'ils ne sont pas. Tu as parlé des recrues, très intéressant, Hébert, Mitritan, aussi Castellanos qui a fait de très très bons matchs dernièrement. Ils ont pour moi un des meilleurs latérales droits, enfin le meilleur latéral droit de la MLS avec Anton Tinnerholm que j'aime beaucoup, défenseur suédois, défenseur droit. Pour moi, c'est le meilleur latéral. Harrison Afful n'est plus, je pense, a perdu un peu de sa superbe avec Columbus. On va revenir là-dessus. Mais pour moi, Anton Tinnerholm est tellement, tellement excellent. Et puis ça, c'est sans oublier que sur le banc, ils ont aussi de très bons joueurs. J'ai juste Medina qui rentre souvent sur le banc, qui est un joueur désigné. Ils ont Tadjouris Shradi qui est blessé. Je pense que c'est une équipe complète. C'est une University FC. Je serais surpris s'ils finissent pas, si c'est pas premier, au moins dans les 2 premiers de la conférence. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et si on continue, là, c'est l'équipe de la province du Québec. C'est l'Impact de Montréal qui depuis quelques semaines, là, ne cesse de dégringoler. Elle dit, je vais te laisser la parole, là, mais essaye d'être concis, mais même si je vais essayer, je te promets, je vais essayer. Pour l'Impact de Montréal, ben écoutez, on va être le plus concis possible parce que j'en parle très souvent pour ceux qui veulent savoir ce que je pense de l'Impact de Montréal. J'en parle très souvent sur Twitter à commercial MLS en folie. Vous pouvez me voir là. Mais je vais être le plus concis possible. L'Impact de Montréal est sur une pente descendante, comme tu l'as dit. 100% d'accord avec toi. Par contre, il faut comprendre quelque chose. L'Impact de Montréal est construite avec 4 piliers dans cette équipe-là.
Les 4 piliers, c'est qui? C'est Zakaria Diallo en défense. C'est Samuel Piette au milieu de terrain en tant que milieu de terrain défensif. C'est Safir Taider en tant que milieu de terrain relayeur. Puis Nacho Piatti en tant qu'attaquant. Donc, en fait, soit attaquant, d'habitude, c'est un ailier gauche. Quand tu vois que tu as 2 joueurs de ces 4 piliers-là qui ne jouent pas, parce que Piet était blessé, s'est blessé dernièrement, puis il est parti en Gold Cup. Quand tu vois que Piatti est blessé, il a joué peut-être 4 matchs depuis le début de l'année sur les 23 matchs joués par l'Impact de Montréal, c'est normal de voir l'Impact de Montréal diminuer. En fait, moi, je suis surpris de voir l'Impact de Montréal avec une fiche de 9 victoires, 11 défaites et 3 matchs nuls, en sachant que l'Impact a joué déjà 13 matchs à l'étranger et juste 10 matchs à domicile. Donc moi, ça ne m'étonne pas vraiment. Après l'Impact de Montréal, Piatti est revenu au jeu hier, donc le mercredi en championnat canadien, où l'Impact s'est imposé difficilement face à York 9 FC. J'ai envie de voir l'Impact de Montréal avec tous ses joueurs. On sait que Piet sera encore blessé pour 2 semaines. J'ai envie de voir l'Impact de Montréal avec tous ses joueurs. Déjà avec son meilleur joueur qui est Nacho Piatti. Dites-moi que LAFC serait aussi haut avec 46 points si Vela était blessé pendant 20 matchs. Je doute. Je doute très fort de voir LAFC aussi haut avec disons, 17 matchs où Vela n'aurait pas été là. Est-ce que tu penses vraiment, Anthony, que tu verrais LAFC aussi haut sans Vela pendant 17 matchs? Non, c'est sûr. Et par exemple, si on enlève Vela et en plus Rossi ou Zimmerman ou à Tuesta, là, c'est sûr qu'il ne serait pas aussi haut. C'est vrai que si ces 2 joueurs reviennent en forme, là, peut-être que la fin de saison de l'Impact va être un petit peu plus joyeuse. Mais ils sont encore en série, donc il ne faut pas non plus c'est juste qu'ils sont dans une très mauvaise période. Donc, des réseaux sociaux un peu très, très pessimistes maintenant, ce qu'on voit. Ouais. Donc, si on regarde en MLS, si on enlève le championnat canadien, l'Impact sur ses 4 derniers matchs, 4 défaites. 2 défaites à domicile, 2 défaites à l'extérieur. Mais comme je l'ai dit, c'est une mauvaise phase, ça arrive à tout le monde. Je pense que l'Impact de Montréal, comme une autre équipe dont je mentionnais avant, je pense que c'était DC, aussi, ça va se jouer sur les 3 prochains matchs. L'Impact reçoit Philadelphie, se déplace à Colorado, puis se déplace à Chicago. C'est 2 des 3 derniers matchs, 2 des 4 derniers matchs de l'Impact à l'extérieur qui vont se jouer. S'ils arrivent à prendre un match nul sur ces 2 matchs, puis s'imposer face à la Philadelphie, en fait, sur ces 3 matchs-là, s'ils arrivent à prendre 4 points, je serais très optimiste pour les séries. Si c'est moins que 4 points, je commencerai à me poser des questions, même si une qualification en série sera encore possible. Oui, et moi, je me suis toujours dit, ce genre de passe assez négative, des 5 matchs sans victoire et tout, vaut mieux les avoir en milieu de saison qu'à la fin de saison parce que j'espère pour toi, Adi, que l'Impact va commencer à accumuler les victoires vers la fin de la saison et pourquoi pas rentrer en série éliminatoire assez confiant. Mais oui, vraiment, là, pour l'Impact, dans le fond, c'est comme tu dis, là, dans les prochains matchs, là, pour moi, mais je suis curieux d'avoir ton avis, toi. Est-ce que tu penses qu'ils feront les séries? C'est assez difficile parce que, encore une fois, on est entre la 6e et la 9e place. Ouais. C'est assez serré. Mais vraiment, là, j'aimerais ça voir l'équipe du Québec en série. Il y a des bons joueurs, des joueurs québécois dans cette équipe et tout. Donc, oui, vraiment, là, pour voir, pourquoi pas, ça va être assez dur voir un match de série au Stade Saputo s'ils sont autour de la 6e place. Mais oui, vraiment, je vous souhaite les séries. Merci. Bon, j'espère que j'ai été assez concis. On peut passer au prochain avec les Revolution de Nouvelle-Angleterre. Oui, une équipe là, complètement métamorphosée depuis l'arrivée de Bruce Arena. Là. Vraiment une équipe là, avec une belle signature en la personne de Gustavo Bou. Vraiment, là, c'est dur de... Je les attendais pas à cette place un mois après l'arrivée de Bruce Arena. Donc vraiment, c'est peut-être pour une première fois depuis, je crois, 2 ou 3 ans, là, peut-être les Revs vont faire les séries. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent les faire, toi? Ben oui, je pense qu'ils peuvent les faire. Tu as mentionné comme quoi une métamorphose énorme du côté du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Sur les 6 derniers matchs, 4 victoires, 2 matchs nuls, invaincu depuis le 19 juin en US Open Cup. En MLS, invaincu depuis le 8 mai. C'est la dernière défaite du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Je pense qu'ils feront les séries, je doute très fort. En tout cas, ils ont pris le mercato du bon bout.
En tout cas, ça s'est très bien passé pour la Révolution. Ouais, je les vois mal rater les séries cette année. En fait, très sincèrement, là, je pense que entre les trois, l'Impact, Révolution et Toronto, ça va se jouer à très peu de choses. Et je m'attends à ce que ces trois équipes-là vont se battre pour la 6e, 7e place, voire peut-être la 5e, dépendamment de qui sera en 5e. En début de saison, j'aurais dit l'Union de Philadelphie. C'est possible qu'il tombe encore, je doute, mais c'est possible. Mais en tout cas, je pense que n'importe qui sera en 5e place sera à la lutte avec la 6e, 7e et 8e, donc avec l'Impact, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre et Toronto pour une place dans les séries. Pour revenir un peu aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre, juste assez rapidement, on a déjà parlé de Gustavo Bou qui a été excellent, mais aussi on voit enfin Carles Gil qui est le seul joueur qui a été bon en début de saison, qui continue à être bon. Il s'entend déjà très bien avec Gustavo Bou. Au milieu de terrain, enfin on voit Zaibo être titularisé. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Je comprenais pas pourquoi l'entraîneur précédent, Brad Fiedel, le mettait sur le banc. Il a de temps en temps des petites titularisations Zaibo et je trouve que c'est mérité. Puis c'est ça, Luis Caicedo, toujours aussi bon. En défense centrale, ça va beaucoup mieux aussi avec Annie Baba qui fait de bons matchs. Je pense pas que ils vont peut-être se qualifier aux séries. Je doute fort qu'ils aillent loin dans les séries, mais c'est une bonne équipe maintenant. C'est une équipe à surveiller. Ils ont encore des matchs assez difficiles devant eux. Déjà contre des adversaires de l'Ouest, Los Angeles FC, Seattle. Ils reçoivent les Red Bulls. Ils ont New York City FC. Ils jouent à Portland. Bref, ça va pas être compliqué. Ils jouent même aussi à Atlanta. Donc, il y a un calendrier très, très compliqué. Mais s'ils nous montrent la même forme qu'ils nous ont montré depuis 2 mois, 2 mois et demi, bientôt 3 mois même, je vois mal le Révolution manquer les séries. Non, je suis d'accord avec toi. Et si on continue, là, on est de retour au Canada. On va parler du Toronto FC. Ils sont nuls, on les aime pas, ils sont nuls. Non, je blague. OK, maintenant, on va parler d'Orlando. Non. Non, mais pour Toronto, vraiment, là, pourquoi, selon moi, ils sont en 8e place? Vraiment, ils ont une offensive, l'une des meilleures en MLS, selon moi, avec Pozuelo et Altidore. Mais vraiment, là, c'est comparé à il y a 2 ans, là, lorsqu'ils avaient gagné le titre, vraiment, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est la défense. La défense n'est plus aussi dominante qu'auparavant et c'est ça qui fait vraiment du mal pour Toronto. Parce que vraiment, en attaque, ils sont vraiment dans les meilleurs de l'Est. Je crois que c'est la 3e meilleure attaque de l'Est, tandis qu'en défense, c'est la 3e ou 4e pire défense de l'Est. Là. Donc vraiment, là, pour Toronto, là, un Drew Moore n'est plus aussi bon qu'il y a 2 ans. Laurent Simon n'a pas su s'imposer. Chris Mavinga, il fait de son mieux, mais c'est dur. Mais vraiment, là, par exemple, là, à gauche, Moreau, lui aussi fait de son mieux, mais je crois que depuis le départ de Peter Shore, là, Toronto n'a jamais vraiment retrouvé sa force défensive. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, effectivement. En fait, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, qu'encore en défense, c'est pas très bon. Par contre, moi, le gros problème que je vois à Toronto, il n'est pas la défense, parce que je pense que la défense est souvent laissée à elle-même, en fait. Et souvent, on voit que, en fait, le gros problème qui se passe, c'est au milieu de terrain. Oui, on voit que Pozuelo est très bon offensivement. Par contre, il fait presque pas de repli défensif. Michael Bradley est excellent. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de la MLS encore. Si jamais je vais être le plus objectif possible, bien évidemment, c'est un excellent joueur. Après, à côté d'eux, Jonathan Osorio n'est pas très bon défensivement. On n'a personne qui fait le travail défensivement à part Bradley. Et c'est ça le problème, c'est que la MLS est en train d'évoluer. L'équipe de 2017 qui était extraordinaire, maintenant, si jamais on la remettait exactement maintenant, à Toronto, on la mettait maintenant, elle ne ferait pas le poids face aux équipes de la MLS parce que les équipes de la MLS sont en train de s'améliorer. Puis Toronto, on n'est pas en train de voir une amélioration, à part avec Pozuelo, qui est une très bonne signature. Mais quand on signe des joueurs comme Terrence Boyd, qui est vraiment pour moi un gros flop, peut-être l'un des plus gros flops de la MLS cette année. Quand on voit des joueurs, là ils viennent d'acquérir Patrick Mullins, qui est peut-être une bonne acquisition comme attaquant de rotation, mais c'est rien qui va changer l'allure de Toronto. Ouais, c'est ça, ça va rien changer parce qu'ils l'ont échangé contre Hamilton. Selon moi, c'est un niveau pratiquement semblable, donc ça va rien changer. Mais oui, c'est ça. Et au milieu de terrain, il y a Bradley, Osorio, Pozuelo. Mais
à part ça, il y a peut-être Delgado qui peut faire le poids en MLS, mais sinon, là, Ben, vraiment. De Leon se débrouille bien. Par contre, il joue plus à l'aile. Ouais, Donc, au c'est milieu ça. de terrain, tu as Endo qui a été rappelé après, je crois, ça fait 3 saisons qu'il se balade entre la USL League One, la USL Championship et la MLS. C'est un bon petit joueur à 25 ans, mais c'est pas du niveau de la MLS encore. Donc, ouais, Surtout que Endo est plus d'un style offensif, là, donc vraiment, il manque beaucoup de profondeur au niveau du milieu, ouais, en tout cas plus exactement. défensivement à Toronto, là. Exactement. Euh, Par contre, j'aimerais le dire, Altidore est toujours une bête. Je l'aime pas parce qu'il aime beaucoup se narguer de l'Impact de Montréal. Puis lors du dernier match à domicile au Stade Saputo pour l'Impact de Montréal, Toronto s'est imposé 2-0. Puis Altidore a marqué. Puis il est venu narguer les supporters un peu devant moi. Puis j'étais vraiment énervé. Mais n'empêche, c'est un très très bon joueur. Objectivement, là, c'est un des meilleurs attaquants de la MLS encore. Le problème, c'est qu'il est souvent blessé. Ça m'étonnerait pas de le revoir blessé dans 2-3 semaines, tellement il se blesse souvent. Bref, en tout cas, Toronto, c'est vraiment... Prenez une pièce, là, puis jetez-la en l'air, puis dites pile, ils font les séries, face, ils font pas les séries. C'est aussi simple que ça. Et si on continue, là, on va beaucoup plus au sud. On va du côté d'Orlando en Floride, là. Vraiment, moi au début de la saison, j'avais plus d'espoir qu'à la rédaction de Culture Soccer. Pour moi, là, c'est une équipe qui pouvait se qualifier. C'est mon pari fou. Je crois que je suis l'un des derniers dans notre article de Paris que mon pari peut être encore réalisable. Et vraiment, là, je crois que ça va jouer sur cette fin de saison, logiquement, ben oui. Et il reste 4 matchs et ils affrontent tout de même les Revs. Ils vont affronter également Toronto, 2 fois Atlanta, une deuxième fois les Revs, donc, et Chicago. Donc vraiment, là, ça va être des matchs là, directement face à des compétiteurs là, en vue des playoffs. Donc vraiment, là, les deux affrontements face au Revolution risquent d'être très importants. Et même là, en ayant 4 points de moins que la dernière place qualificative, je crois que vraiment la saison d'Orlando, c'est un gros mot, là, mais vraiment, je crois vraiment là, que ça va jouer sur les deux matchs face à la Nouvelle-Angleterre. Moi, je pense que ça va se jouer entre les deux. Je suis d'accord avec toi, comme quoi il y a une chance, mais ça va se jouer contre les 2 matchs face à la Nouvelle-Angleterre. Puis le match à Toronto ça va être les 3 matchs extrêmement importants. Donc 2 matchs à l'extérieur et un match à domicile. Quand on sait que Orlando n'est pas si pire à l'extérieur avec 3 victoires, 4 matchs nuls puis 4 défaites, c'est pas mauvais comme fiche à l'extérieur. Donc ça peut être intéressant. C'est plus à domicile où il pêche Orlando avec 4 victoires à domicile, 6 défaites puis un match Ouais. nul. Ce qui est presque incompréhensible. Bref, oui, il y a toujours une chance. Juste pour parler, on parle souvent des paris dingues. Il y en avait 4 paris dingues au début de la saison. Ce serait cool qu'on en parle. Il y avait Léo qui avait dit que Debourg serait renvoyé, le premier coach renvoyé. Bon, lui, il n'a pas réussi. Mais les 3 autres, on peut encore réaliser notre pari dingue. Toi, tu as parlé d'Orlando dans les séries, qui serait leur première fois de la saison. Antoine, notre cher rédacteur en chef, qui est en vacances maintenant, petit chanceux, qui avait dit qu'aucune équipe canadienne ne ferait les séries. Ben, c'est très possible. L'Impact est 6e, Toronto est 8e, puis Vancouver, ils feront pas les séries, ils sont derniers de l'Ouest. Donc, c'est possible que ça arrive. Et moi, j'avais dit que Minnesota serait 3e. Donc, bref, on a 3 des 4 paris dingues qui sont, après à peu près une vingtaine de matchs faits, très plausibles encore. Donc, c'est quand même intéressant de voir tout ça avec une certaine perspective. Pour revenir à Orlando, Orlando est bon. C'est pas une mauvaise équipe. Je suis un peu inquiet de leur dernier résultat. Sur les 4 derniers matchs, ils ont une victoire, 2 matchs nuls et une défaite. C'est un peu inquiétant. Mais c'est quand même, ouais, en plus, dans ces 4 matchs, il y a 3 matchs face aux équipes de l'Est. Donc, ils auraient pu prendre le large, mais comme j'ai dit, c'est tellement imprévisible cette conférence de l'Est que tout est possible. Oui, et pour une fois, là, cette saison, Orlando, là, en défense, là, ça va un peu mieux. Vraiment, là, c'est je crois, la 5e meilleure défense de l'Ouest. Pas de l'Ouest, de l'Est, pardon. Donc,
comparé aux 70 buts encaissés, je crois, la saison dernière, il y a une progression. C'est sûr que là, il reste à solidifier tout ce qui est milieu et attaque. Mais vraiment, là, je crois que Nani fait un bien fou à Orlando. Et vraiment, là, j'ai encore espoir. Peut-être une petite acquisition durant le mercato d'été, là, et ça pourrait vraiment faire la différence du côté d'Orlando. Mais sinon, là, c'est ça. J'ai espoir, mais il va falloir faire une bonne fin de saison, selon moi, là. Exactement. Et après, on va passer au Fire de Chicago, qui est, tu as dit qu'il y a des possibilités qu'ils fassent ces séries. Écoute, moi, je suis vraiment très, très sceptique. Ils ont 23 points, donc ils sont quand même déjà à 7 points de la 7e place. Pas juste ça, en fait. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on regarde Chicago. Mais non, en date d'aujourd'hui. Toutes compétitions confondues. Ils ont joué l'US Open Cup, ils ont joué la MLS et ils ont joué aussi déjà une partie en Leagues Cup, la fameuse compétition entre les équipes du Mexique et les équipes américaines. Depuis le 11 mai, donc on est aujourd'hui le 25 juillet, donc on s'entend 2 mois et demi. Depuis le 11 mai, okay, donc disons le 12 mai. Le 11 mai, ils ont gagné contre Minnesota. Donc le 12 mai, 1 mois et demi, ils ont une seule victoire en à peu près 13 ou 14 matchs. Une victoire. Ouais, non, c'est... Et en plus, cette victoire-là, tout le monde pensait que ça allait être le déclic parce qu'ils se sont imposés 5-1 contre Atlanta, qui est 2e de l'Est. Donc, juste pour vous dire combien c'est fou à l'Est. Donc, pour moi, une équipe qui, pendant 2 mois et demi, remporte juste une seule victoire, même s'ils ont quelques matchs nuls intéressants, bof. Ouais, non. Pour moi, ils feront pas les séries. Ouais. Je doute très fort. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Là, tantôt, quand je disais la possibilité, c'est si jamais là, l'équipe change de forme complètement, et vu que c'était quand même 7 points, là, mais je suis complètement d'accord avec toi. Là, moi, personnellement, je les vois pas en série. C'était seulement pour admettre une possibilité. Ouais, non, c'est sûr. Bien évidemment, il y a toujours une possibilité. On est encore loin. Il reste encore à peu près 12 matchs dépendamment des équipes, parce que comme vous savez, en MLS, c'est pas toutes les équipes qui ont le même nombre de matchs, malheureusement. Mais il reste, par exemple, pour New York City FC, il reste 15 matchs. Et pour la plupart des autres équipes, il reste entre 10 et 14 matchs, dépendamment des équipes. Donc, bref, il y a beaucoup à faire encore. Oui, tout est possible, mais je doute fort qu'arriver à 23 matchs joués, il reste juste 11 matchs pour Chicago qui puisse rattraper un retard de 7 points. Ils ont 0 victoire à l'extérieur aussi. Ils ont, sur 11 matchs joués, 8 défaites, 3 matchs nuls. Ouais, c'est ridicule. Ils sont en train de faire une Houston... c'est ça. C'est la seule équipe en MLS au complet qui a gagné aucun match encore à l'extérieur. Ouais, non. Je suis vraiment d'accord avec toi, là, Chicago. En plus, ils ont des bonnes individualités quand même, là. Calvo, Gaétan. Ouais, Gaétan, que j'adore. Mihailovic qui est extraordinaire. Aussi. Donc, vraiment, peut-être qu'il faudrait réaliser à Chicago que c'est peut-être finalement pas un problème d'effectif, mais plus un problème d'entraîneur, là. Ouais, c'est possible. Dommage parce que j'aimais bien ce que Paunovic avait fait il y a 2 ans. Pas l'année passée, mais celle d'avant, où il s'était qualifié aux séries, je pense 3e en l'Est, si je me rappelle bien. J'ai pas les infos devant moi. Mais en tout cas, ils ont été très bons. Puis depuis, c'est la dégringolade pour le Fire de Chicago. C'est décevant. En plus, avec les peut-être rumeurs qu'ils vont quitter leur stade pour se rapprocher du centre-ville. C'est officiel. C'est officiel? Oui, et ils reprennent le Soldiers Field au centre-ville à partir de l'année prochaine. C'est assez fou comme décision. Aller dans un stade spécifique au soccer et aller au football. Mais ce n'est pas le sujet de notre podcast. Donc, on va continuer avec les 2 dernières équipes, là. Le Crew et Cincinnati. Vraiment, c'est les 2 équipes de l'Ohio. Vraiment, c'est décevant pour le Crew. Vraiment, les chances de série pour moi sont à 0. J'ai rien d'autre à rajouter. J'ai une chose à ajouter, moi, parce que si dans l'Ouest, j'avais dit que j'ai 3 erreurs quand j'ai parlé de Los Angeles, les 2 clubs de Los Angeles, puis Sporting Kansas City, dans l'Est, j'ai presque tout bon. À part le Crew de Columbus, où je trouve, je dis tout bon, pas exactement en position adéquate, là, mais à peu près, le seul endroit où je me suis complètement gouré, c'est avec le Crew de Columbus. Pour moi, ils finissaient dans les 3 premiers dans l'Est. Puis là, ils sont avant-dernier. Puis ils vont être dans les 3 derniers. Ouais, dans les 3 derniers de la MLS. Et c'est grave. C'est très, très grave. Si on regarde, le Crew s'est imposé face à Montréal le 20 juillet, mais avant ça, ils avaient eu
toutes compétitions confondues, ils avaient eu 6 défaites de suite et un match nul juste après dans le 7e match. Donc, ouais, non, je doute fort. Voir autant de défaites, ouais, non, ça marche pas. Eux aussi, ils ont une victoire à l'extérieur depuis le début de l'année, 8 défaites, un match nul. Il n'y a rien qui marche à Columbus et je vois pas comment ça pourrait changer. Et en plus, ils jouent. Là, ils ont 2 matchs à l'extérieur qui arrivent bientôt contre les Red Bulls et les Earthquakes. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ouais, et du côté de Cincinnati, saison décevante. C'est ça, c'est la première saison MLS. Parfois, c'est dur le changement de niveau. Mais vraiment, c'est ça. L'entraîneur Alan Cox s'est vraiment fait limoger assez rapidement. Et depuis ce temps, c'est Yohan Damet, là, un ami de l'émission là, qui est venu à quelques reprises dans le passé. Donc, on est content de le voir en tant qu'entraîneur-chef intérimaire, là. Mais vraiment, là, à Cincinnati, là, cette saison, qu'est-ce qui marche pas? C'est vraiment la défense. Ils ont 22 matchs de fête et il y a déjà 51 buts d'encaissés. Il n'y a rien qui marche à Cincinnati. L'attaque, ils ont la pire attaque dans la MLS avec 21 buts en même temps que Columbus, la pire attaque de la MLS. Puis en défense, ils ont la pire défense de la MLS. Donc, il n'y a rien qui marche. Non, c'est ça. Il n'y a rien qui marche et malgré que Mattox soit là, on pensait qu'il pouvait devenir MVP avec Cincinnati, passer un cap. Malheureusement, là, malheureusement, ça n'a pas marché. Il a seulement 2 buts cette saison-là. Donc, ça va pas très bien du côté de Cincinnati. En fait, ce qui est plus décevant du côté de Cincinnati, bon, Mattox, on sait que c'est. J'ai compris que c'était une blague de ta part parce qu'on se moque souvent de Darren Mattox depuis ceux qui écoutent l'émission à chaque semaine. Depuis l'année passée, on se moque de Mattox parce que oui, c'était un bon joueur, mais il fait des fois, il a vraiment des petites crampes au cerveau des fois en attaque. C'est assez drôle. N'empêche, moi, le gros point d'interrogation, c'est leur attaquant et leur joueur désigné, Fernando Adi, qui a marqué juste un seul but cette année, qui a été très décevant cette année, le Nigérian. Pourtant, il avait fait une très bon séjour à Portland pendant 4 ans. Les joueurs, les supporters de Portland étaient très déçus de le voir partir. Puis là, il ne faut rien. En attaque, ça va très, très mal. Au milieu de terrain, ça va très, très mal. Pourtant, il y a de très bons joueurs. On parle de Alachi, de Victor Ulloa, de Roland Lama. C'est pas des joueurs dominants, mais c'est de bons joueurs de MLS. Et Alan Cruz qui a fait une bonne Gold Cup aussi avec le Costa Rica. Bref, en défense, oui, on a un problème. On a un problème du côté des latéraux. Beaucoup de problèmes du côté des latéraux. La défense centrale, Waston, et bien évidemment, avec le Costa Rica aussi, on l'a vu en Gold Cup qu'il est sur une pente descendante, puis ça va pas mieux. Beaucoup de joueurs, Greg Garza qui est tout le temps blessé, qui vient d'Atlanta, mais est tout le temps blessé. Mathieu Deplagne qui est le seul, je pense, qui fait une bonne saison du côté de Cincinnati. S'il y a un joueur qui fait une bonne saison, c'est Mathieu Deplagne, le français. Et voilà, c'est tout. Il n'y a personne. Ça va mal. Ça va très, très mal. J'aimerais bien voir beaucoup de changements à l'intersaison. Je pense qu'il leur faut 4-5 recrues de très haut niveau pour pouvoir aller mieux l'année prochaine. Sinon, ce sera une autre mauvaise saison l'année prochaine. Ouais, non, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Vraiment, déjà un renouveau d'effectifs l'année prochaine. C'est sûr que dans les prochaines années, ils vont avoir un nouveau stade. Mais je crois que c'est le moment là pour Cincinnati de vraiment refaire le staff sportif, là, même leur GM, là, comment ça s'appelle, Burling, je crois. Vraiment, là, c'est pas selon moi la meilleure tête de soccer, là. Donc vraiment, non, c'est. Il y a beaucoup de progrès à faire, mais je crois que s'ils font une bonne rétrospective, ils vont y arriver. Mais oui, c'est ça pour Cincinnati, c'est assez dur pour sa saison d'expansion là. Et sur ce passage un peu plus pessimiste, c'est déjà la fin de l'épisode. Adi, est-ce que tu avais un dernier mot? C'est très excitant cette saison à MLS. Je suis curieux de voir ce qui va se passer durant les éliminatoires, les playoffs. Parce qu'on s'entend que le format des playoffs, il change cette année. Donc, il n'y aura plus de matchs aller-retour lors des playoffs. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Moi, je ne suis pas du tout content de ce nouveau format-là qui encourage les très fortes équipes en fin de saison et qui enlève, je pense, un peu le côté
le côté un peu magique des matchs aller-retour où n'importe quelle équipe peut passer. Je pense que ça enlève un peu de la beauté du foot. Je sais que toi, t'aimes bien ce format-là, toi, Anthony. Moi, je suis un peu moins content. On a parlé donc des équipes en 6e ou 7e place lors de la saison régulière. Ils arrivent en playoffs. Puis la possibilité de voir un match à domicile, même s'ils arrivent jusqu'en finale, est presque nulle. Et je trouve ça inadmissible pour moi, surtout pour les supporters qui sont partis pendant 17 matchs, encourager leur équipe pour les voir se qualifier en série. Ils les voient se qualifier en série, qui pour certaines équipes est quand même un exploit. On pense au Revolution maintenant, qui est 7e. Tu te rends compte que le Revolution se qualifie, puis les supporters, les 3 supporters qu'ils ont, ils pourront pas voir leur match durant les séries éliminatoires. Je trouve ça vraiment assez décevant. Ouais, ben, je comprends ton point de vue. C'est sûr que moi, j'avais pas trop pensé au point de vue supporter parce que moi, c'est vraiment USL que j'ai été initié à ce modèle et vraiment, moi, personnellement, je trouvais que, en tout cas, sur le jeu, vraiment, il y a moins de calcul. Vraiment, c'est vraiment, faut gagner. Parce que des fois, dans les matchs et retours, le petit défaut, c'est que des fois, les équipes pensent trop au prochain match. Des fois, c'est un peu trop défensif. Mais vraiment, c'est ça. En étant à une seule confrontation, là, ça enlève un peu le niveau de calcul. Mais la première option, l'ancienne, ça fait partie du foot et on l'apprécie également. Moi, personnellement, comme je dis, j'apprécie les deux modèles. Là. Mais oui, ça va être un nouveau style. J'espère qu'on va aimer dans les prochaines saisons. Et si jamais, si c'est un flop total, j'ose croire que la MLS va revenir à son modèle initial. Mais oui, c'est ce qui conclut cet épisode-là. Merci à vous. Merci à toi, Adi. Merci à toi, Anthony. C'était super sympathique comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé ça, nos chers auditeurs. Parlez-nous, donnez-nous vos commentaires. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Discutez avec nous. On est gentils. On mord pas tout le temps. De temps en temps, mais pas tout le temps. Et puis c'est ça, ça nous fait plaisir de faire ces épisodes-là. Puis c'est ça. J'espère à très bientôt pour un excellent podcast sur tous les sujets dont Culture Soccer discute. Peut-être des petites surprises aussi prochainement. Croisons les doigts. Oui, t'as raison, Adi, hein, plein de surprises qui s'en viennent. Aussi, là, on vous le dira jamais assez, là, n'hésitez jamais à partager, comme Adi a dit également, de commenter. Dès que vous avez un ami là, qui semble s'intéresser aux ligues qu'on couvre, là, n'hésitez pas à lui donner le nom de notre site. Ça nous fait plaisir d'accueillir de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Donc vraiment, là, on est content de vous avoir parmi nous. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, là, que ce soit sur Twitter ou sur notre site. Donc, merci à tous là, et on se dit à la semaine prochaine.